ce webinaire, bienvenue à ce webinaire de Métagénopolis, qui est un petit peu le rendez-vous maintenant mensuel depuis au moins plus d'un an. Nous mettons tous nos webinaires d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur notre site internet de Métagénopolis, mgps.eu. Vous avez le sigle donc en haut à gauche du premier transparent. Donc aujourd'hui, nous avons Hervé Blottière, qui est un de nos grands scientifiques à Métagénopolis et notamment directeur scientifique de la plateforme de métagénomique fonctionnelle, qui va nous parler d'un sujet qui est justement extrêmement intéressant sur le microbiote intestinal et les 1000 premiers jours de la vie. Donc Hervé, je vais te laisser un petit peu la parole pour te présenter brièvement et commencer le webinaire. Juste avant de te donner la parole, je vais repréciser un petit peu comment ça va marcher pour les nouveaux. Donc Hervé va faire sa présentation et moi, dans le chat, je regarderai les questions et j'essaierai d'interrompre Hervé pour lui poser certaines de vos questions pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez interactif. Voilà, Hervé. Merci et bonjour à tous. Et donc, je voulais juste préciser qu'en plus d'être l'un des directeurs scientifiques de Métagénopolis, je suis actuellement directeur adjoint et futur directeur d'une UMR qui s'appelle Physiopathologie des adaptations nutritionnelles et en fait qui s'intéresse, qui a comme thématique de recherche la nutrition des 1000 premiers jours. Et pour que les choses soient très claires, quand on parle des 1000 jours ou des 1000 premiers jours, on parle de la période de gestation, et puis des à peu près 2 premières années après la naissance. Et donc, ça va faire l'objet donc de notre webinaire aujourd'hui. On va voir à quel point une bonne colonisation est essentielle pour le devenir du nouveau-né. Vous le savez, depuis qu'on fait ce type de webinaire, et bien que l'importance de cette symbiose microbiote hôte, l'importance donc de nos génomes bactériens qui sont en nombre de gènes plus de 25 fois plus nombreux que les gènes humains, et qu'on a négligé pendant de très nombreuses années, et en fait on a découvert depuis, on va dire, une vingtaine d'années l'importance que peut avoir ce microbiote intestinal en santé humaine. L'idée, en fait, c'est que au moment de la naissance, puisque le bébé est stérile avant la naissance, eh bien, la colonisation se passe, et que cette colonisation, en fait, elle est en parallèle de la maturation du système immunitaire en particulier, et elle va durer pendant les 2-3 premières années de la vie pour arriver à une symbiose qui est unique. Le microbiote, en fait, est un peu part du soi. Et puis, on a, si tout se passe bien et si cette symbiose se fait bien, on va avoir santé et bien-être. Et au contraire, si soit la symbiose se met mal en place ou qu'il y a une rupture de cette symbiose, eh bien, on peut aller vers une augmentation du risque de maladies infectieuses ou de maladies auto-immunes. Évidemment, un des objectifs étant d'essayer de prévenir de prévenir ces maladies en essayant de maintenir la symbiose. Alors, je suis désolé s'il y a du bruit derrière moi, mais je suis dans un hôpital et il y a des gens qui sont à côté et qui parlent. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai dit, le bébé est stérile in utero. On va y revenir sur la diapositive suivante. Et donc, dès la naissance, l'intestin va être colonisé et un certain nombre de facteurs vont influencer cette colonisation. Le mode de naissance, on va y passer un petit peu de temps. Suivant que le bébé est né par voie basse ou par césarienne, eh bien, ce n'est pas le même microbiote qui va coloniser. Le microbiote maternel, le microbiote de l'environnement est aussi un facteur important. Je prends souvent cet exemple qui est, moi je suis né chez mon grand-père en fait, et donc dans une chambre de la maison, et c'est évident que l'environnement au moment de la naissance n'est pas le même que ceux de mes enfants qui sont nés à l'hôpital de Versailles. Donc l'hygiène dans cet environnement néonatal est un facteur important. La prise d'antibiotiques dans les premiers moments de la vie va être aussi un facteur impactant. Et puis l'alimentation, le mode d'alimentation, on va voir ensemble que
suivant que l'alimentation elle est au sein ou elle est par formule, eh bien, ça n'a pas le même impact. Et le sevrage va être aussi un moment important. Donc, quel est l'impact justement de cette symbiose microbiote hôte et sur la biologie et la santé? C'est des choses que l'on étudie maintenant depuis un certain nombre d'années. Et donc, pour revenir au microbiote ou de la stérilité du fœtus, depuis à peu près, je crois que c'est en 2012 ou en 2013, il y a des chercheurs qui ont commencé à nous dire que le dogme qui avait été introduit par Henri Tissier au tout début du siècle précédent n'était pas vrai et qu'en fait, il existait un microbiote fœtal, il existait un microbiote placentaire. Et c'est un débat qui a duré à peu près 7-8 ans et qui vient d'être tranché là, cette année avec un nombre important de publications qui confirment la notion que le bébé est stérile à la naissance. Ça ne veut pas dire que le microbiote de la mère n'est pas sans influence, et notamment les métabolites microbiens fabriqués par le microbiote de la mère peuvent, eux, passer au niveau du placenta et atteindre le bébé, avoir un effet. Par contre, on est maintenant d'accord pour dire que le bébé est stérile in utero. Et donc, la colonisation va démarrer au moment de la naissance. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les premiers colonisateurs sont des bactéries qui sont des bactéries aérobies ou anaérobies facultatives, qui vont commencer, alors c'est ce qui est représenté ici en bleu, qui vont commencer à coloniser et puis qui vont permettre de préparer le terrain pour les anaérobies strictes, qui sont la majorité de nos bactéries, qui elles vont ensuite petit à petit coloniser et s'installer. Donc, je vous ai dit quels sont les facteurs qui vont influencer la colonisation, avec l'idée à un temps, c'est on veut avoir un microbiote équilibré et ne pas aller vers un risque de maladie, donc un microbiote déséquilibré. Donc le premier facteur important va être le mode de naissance. Vous voyez ici, suivant que le bébé naît par voie basse ou par césarienne, eh bien, ce n'est pas le même microbiote qui va coloniser. C'est les travaux pionniers menés dans les années 2010 par Maria Dominguez-Bello nous ont montré clairement que au moment après la naissance, le microbiote du bébé, c'est ce qui est représenté ici, soit par les petits ronds bleu clair, soit par les petits ronds roses. Il va ressembler, suivant que le bébé naît par voie basse, au microbiote vaginal, c'est les points rouges ici, ou au microbiote cutané, c'est les points bleu foncé ici. Et vous voyez ici, on a la composition du microbiote oral qui est très très différente. Donc le message est que la colonisation, les bactéries, les primo-colonisantes, si le bébé naît par voie basse, ça sera plutôt des Prevotella et des lactobacilles. Si le bébé naît par césarienne, ça sera plutôt des staphylocoques ou des propionibacterium ou autres qui sont clairement les bactéries de la peau. Pardon. Hervé, excuse-moi, il y a une question par rapport à ta petite argument, enfin à ton passage sur la stérilité du fœtus. Tu as un peu plus de détails sur finalement les arguments qui ont fait pencher la balance du côté. Alors, en fait, ça a été un vrai débat parce que au départ, les gens qui ont montré ce microbiote ont regardé en fait finalement l'ADN bactérien. Et il y avait des biais techniques qui ont fait que on amplifiait toujours de l'ADN et on identifiait des bactéries contaminantes. Et puis, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits à la suite de ça, et alors les uns disaient, mais si on en trouve, des autres, on n'en trouve pas. Les travaux les plus récents vont vraiment dans le sens qu'ils n'ont rien trouvé. Et puis, en fait, il y a beaucoup de travaux qui finalement identifiaient des contaminants de l'environnement. Et donc, c'est vrai que et puis ça s'est terminé par des travaux autour de concepts philosophiques, etc., qui nous amènent à l'idée que non, il n'y a pas de
de microbiote chez le fœtus. Et d'ailleurs, on peut imaginer que s'il y en avait, il y aurait une grosse prolifération bactérienne in utero et ça serait plutôt dramatique. Que dire de plus par rapport à ça? On a des collègues, par exemple, sur Paris, qui ont fait une personne qui a fait sa thèse là-dessus et dont le bilan était effectivement, ils n'ont jamais vu ce microbiote placentaire ou le microbiote fœtal. Très bien. Voilà. Donc, ce qui est important, alors je reviens à notre mode de naissance. Les premiers travaux dont je vous parlais tout à l'heure, on regardait les différences dans les premiers jours. Et ce que vous voyez ici sur cette étude publiée plus récemment, donc en 2019, sur un nombre beaucoup plus important de bébés, eh bien, c'est que ces différences en fait vont petit à petit s'atténuer dans le temps, mais sont encore marquées au bout de 36 mois. Le message, c'est grosso modo, quand le bébé naît par césarienne, la richesse de son microbiote, la diversité est beaucoup plus faible et on a beaucoup plus de pathobiontes qui vont coloniser au départ. Sur la partie droite, vous voyez en fait ces strates-là et qui montrent clairement ici que, par exemple, dans les premiers moments de la vie, les bactéroïdes vont vraiment manquer alors qu'on voit plutôt les protéobactéries qui vont dominer. Et on voit qu'effectivement, même au bout de 36 mois, il y a encore des différences notables qui sont visibles. Un autre point important, c'est les actinobactéries, vous voyez, qui sont dès la naissance, alors qu'ici, elles arrivent beaucoup plus tard. Alors, une question, si la mère présente une dysbiose, est-ce que ça a un impact sur le microbiote de l'enfant? Effectivement, vu que oui, il y a maintenant de plus en plus de travaux qui montrent que le microbiote de la mère va coloniser, par exemple, si la mère est obèse, eh bien, le microbiote transmis va être un microbiote qui va être un peu, j'allais dire, un peu moins bonne qualité, et donc le bébé aura des risques de développer l'obésité plus tard, justement à cause de cette transmission de microbiote. Alors, juste pour reprendre ce qu'on disait, effectivement, on comprend bien aussi donc ces différences entre césarienne et naissance par voie basse, donc une colonisation différente, aussi un risque d'infection. Je vous ai dit initialement, donc cette colonisation, elle est associée aussi à la maturation du système immunitaire. Et donc, les idées à l'heure actuelle, c'est que lorsque le bébé naît par césarienne, eh bien, la maturation du système immunitaire va être altérée ou différente. Et ce qui est important, c'est que, associé à cette naissance par césarienne, maintenant, les études en épidémiologie nous disent clairement qu'il y a une augmentation du risque de développer des maladies comme l'atopie, des maladies allergiques, l'asthme, la maladie cœliaque, le diabète de type 1, les maladies inflammatoires intestinales, voire l'obésité. Et ici, je vous ai mis justement les résultats d'une grosse étude sur presque 9000 enfants et qui nous disent que chez les nourrissons nés par césarienne, le risque de surpoids est augmenté de 35% et le risque d'obésité augmenté de 25%. L'autre facteur dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est effectivement le mode d'alimentation. Donc, suivant que le bébé est nourri au sein ou nourri avec le biberon, eh bien, la colonisation va être différente. C'est ce qui est représenté ici sur cette diapositive d'une étude faite en 2012 sur un nombre relativement restreint de bébés qui nous montre effectivement des différences majeures dans la colonisation avec et ces résultats ont été plus que largement confirmés par la grosse cohorte TEDdy, qui est une grosse cohorte américaine de plusieurs milliers d'enfants, pour lequel la conclusion, c'est que l'apport du lait maternel, qu'il soit exclusif ou partiel, est un facteur important. Et les bactéries, notamment les bifidobactériums, sont très fortement influencés par l'allaitement maternel. Et cet arrêt de l'allaitement maternel va être associé à une maturation rapide du microbiote et une augmentation en particulier des firmicutes. Et on va
petit à petit aller vers un microbiote qui ressemble au microbiote de Euh, l'adulte. alors, je t'arrête un petit peu. Concernant les entérotypes et la question qui est posée, c'est est-ce que, donc déjà, ce sont encore une classification qui est valide et surtout, à partir de quel âge cet entérotype, finalement, apparaît chez l'enfant et est-ce qu'il est quelque part déterminé par le mode de naissance, l'alimentation via le sein ou le biberon, etc. Alors, c'est une excellente question d'un spécialiste. Donc, la première réponse, c'est que à ce stade-là, dans les 1000 premiers jours, enfin, on n'a pas encore cette notion d'entérotype. Par contre, il y a une étude qui a été faite sur des enfants en préscolaire qui montre clairement déjà la présence des entérotypes, donc après, autour des enfants de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point important qui est une étude qui a été faite chez des adultes à Amsterdam et qui en fait identifie clairement les 3 entérotypes dans la population des gens habitant à Amsterdam. Et ce que nous dit cette étude, en fait, c'est que un des facteurs qui explique ces entérotypes, c'est le lieu de naissance et le lieu d'habitation au moment des premiers moments de la vie des gens. Et l'idée, c'est que l'idée qui sort de ce travail, c'est que les gens ont acquis leur entérotype avant d'immigrer à Amsterdam, grosso modo. Et donc, à ma connaissance, c'est le seul argument pour justifier que les entérotypes peuvent s'établir assez précocement. Mais on n'a pas, pour le moment en tout cas, on n'a pas des études sur les nouveau-nés ou sur les premiers moments de la vie autour des entérotypes. Et une autre question, c'est, puisque tu parles d'allaitement, est-ce que du coup le microbiote cutané dont l'enfant est en contact lors de l'allaitement peut avoir aussi un impact sur le microbiote de l'enfant? Et est-ce qu'on peut du coup imaginer déposer des sortes de probiotiques ou prébiotiques sur le sein qui pourraient justement aider à aller dans un sens ou dans l'autre? Pour l'instant, en tout cas, la notion d'utiliser des probiotiques sur le sein de la mère, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été testé à ma connaissance. Et il est évident que dans le transfert, il y a un transfert du microbiote cutané de la maman. Mais pas seulement, et vous allez voir, si vous attendez un tout petit peu, vous allez voir la réponse dans pas celle-ci, mais la diapo qui suit. Donc là, ici, à nouveau, c'est des études qui documentent bien l'importance du mode d'alimentation sur la colonisation. Et on voit ici, par exemple, que les bifidobactéries vont rapidement venir en dominance chez le bébé nourri au sein, alors qu'on voit que chez le bébé nourri au biberon, ils sont en très faible quantité, alors que c'est d'autres micro-organismes qui prennent le dessus. Une des explications, c'est que le lait maternel, en fait, a une composition en ce qu'on appelle les HMO, c'est les oligosaccharides du lait maternel, et que les bifidobactéries en particulier sont particulièrement friandes de ces oligosaccharides particuliers du lait maternel qui sont effectivement spécifiques au lait maternel et qu'on ne retrouve pas dans les formules. Et donc la réponse ici, c'est que le lait maternel, en fait, transmet, il y a du microbiote dans le lait maternel et qu'il y a une transmission de ce microbiote de la mère vers l'enfant à travers le lait maternel qui donc n'est pas stérile. Et ce qui est intéressant dans cette étude qui date déjà de presque une petite dizaine d'années, eh bien, c'est que suivant le statut de la mère, le microbiote transmis par le lait va être différent, suivant par exemple ici que la mère soit, alors j'ai mis obèse, mais en fait c'est overweight, donc en surpoids seulement. Et on voit effectivement que ici c'est le colostrum, donc le premier lait. Suivant que la mère est normopondérale ou en surpoids, eh bien, vous voyez que la composition du microbiote n'est pas la même. Et vous voyez effectivement que 1 mois et 6 mois après, on a toujours des différences dans la composition du lait, suivant que la maman est en surpoids
ou normopondérale. Et sur la partie droite, c'est aussi un très très intéressant, je trouve, c'est qu'on compare le lait transmis par la maman qui va donner naissance par voie, le microbiote, oui, du lait transmis par la maman qui va donner naissance par voie basse ici ou par césarienne à droite. Et vous voyez que ben, là aussi, il y a des grandes différences de composition. Ce qui est amusant et ce qui est intéressant au milieu, c'est la composition du lait maternel, enfin du microbiote du lait maternel, d'une maman qui va donner naissance par césarienne, mais une césarienne en urgence. Et vous voyez que dans ce cas-là, le microbiote du lait va être beaucoup plus proche du microbiote du lait de la maman qui donne naissance par voie basse. L'explication est associée sûrement au flux hormonal qui est le même finalement pour déclencher la naissance et au stress que va connaître la maman, même si le mode de naissance va être différent puisque la césarienne se fait en urgence. Ça, c'était une petite étude. En 2019, il y a une beaucoup plus grosse étude sur presque 400 mamans, une étude au Canada, et qui confirme effectivement l'importance du microbiote du lait maternel, qui va être dominé donc par les staphylocoques et les streptocoques, mais qui contient aussi des bifidobactéries, des lactobacilles, des clostridium et des veillonella. Voilà. Juste Hervé, est-ce Oui. que du coup, il y a une question qui semble un peu effectivement logique, c'est est-ce que du coup une mère qui serait surpondérée ou obèse, voire qui aurait un microbiote qui serait peut-être pas optimum, a intérêt à allaiter du coup, si elle Alors, risque de transmettre ce type de microbiote à son enfant? c'est une vraie question, mais moi je le conseillerais pas, parce que malgré tout, le microbiote transmis, même s'il est peut-être un peu moins favorable, il est quand même de meilleure qualité. Enfin, le lait maternel est quand même de meilleure qualité pour le nouveau-né. Donc et cette constatation, peut-être que c'est encore de la recherche, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus en tirer des conclusions trop hâtives. Dernier point sur lequel je voulais insister, eh bien, c'est la prise de médicaments et en particulier d'antibiotiques au moment de la naissance, qui vont être des facteurs vraiment impactants sur le microbiote, la colonisation et sur le microbiote du nouveau-né, avec cette planche qui nous dit grosso modo que ce que j'ai dit depuis le début, hein, c'est le parallèle entre la maturation du microbiote et le système immunitaire. Ici, on voit en bleu, c'est ce qui se passe normalement. Ici, c'est la distance qui existe entre le microbiote de l'enfant et le microbiote d'un adulte. Donc, on voit qu'avec le temps, rapidement, cette distance va diminuer. Donc, le microbiote du bébé va ressembler de plus en plus à un microbiote adulte. Le système immunitaire va maturer tout à fait correctement. Mais on voit ici que suivant si le bébé est exposé aux antibiotiques, eh bien, on peut avoir retardé en fait cette colonisation, retardé ou modifier la maturation du système immunitaire, mais peut-être revenir à la normale. Mais dans certains cas, on peut imaginer en fait une persistance de l'altération du microbiote. Persistance de l'altération du microbiote qui n'est pas sans effet immunologique, comme vous pouvez le voir, et qui augmente le risque de développer là aussi un nombre important de pathologies, les maladies inflammatoires, les maladies comme l'asthme, comme les maladies allergiques comme l'atopie, le diabète de type 1, etc. On va revoir ça un tout petit peu en détail. Et ici, c'est juste une étude très récente, 2021, qui nous montre bien à nouveau l'impact important de la prise d'antibiotiques sur la richesse du microbiote, par exemple, et cet impact, il est encore visible ici aussi au bout de 2 ans après, au bout de 24 mois. Donc, c'est un impact qui dure potentiellement. Cette altération du microbiote, entre guillemets, dysbiose associée à la prise d'antibiotiques, eh bien, elle provoque une diminution de la diversité microbienne, une diminution de certaines bactéries dites bénéfiques, hein, comme les bifidobactéries ou les lactobacilles, avec une augmentation de la présence des pathogènes et une augmentation du risque de résistance aux antibiotiques, donc non négligeable. Cet impact, il est spécifique, ça va dépendre vraiment du type d'antibiotique qui est utilisé, de la dose, de la durée, de l'âge d'exposition. Il va persister après l'exposition, puisqu'il y a des études qui montrent que 8 mois, 1 an, voire jusqu'à 2 ans après, on retrouve l'impact de la prise des antibiotiques. La trajectoire de récupération va
pourra dépendre d'un bébé à l'autre, avec certains bébés qui auront une trajectoire de récupération rapide, d'autres plus lente, voire absente. Et puis, on l'a déjà dit, une association à de nombreuses pathologies, maladies auto-immunes, maladies métaboliques. On va bien sûr aller un petit peu dans les détails, ce qui est représenté ici. Vous voyez que dans cette étude aussi très récente, publiée en 2021 par la Mayo Clinic, sur plus de 14 000 bébés, nous montre effectivement une augmentation de... Alors, quand il y a un petit point vert ici, ça veut dire que ce n'était pas significatif. Quand les petits points sont jaunes, ça veut dire que c'est significatif. Donc, on voit une augmentation de 90% du risque de développer l'asthme, de 36% du risque de développer une rhinite allergique. Pour l'allergie alimentaire, ce n'est pas significatif. Une augmentation de la dermatite atopique, de la maladie cœliaque qui est presque multipliée par 3, une augmentation du surpoids de 22% et de l'obésité de 20%, des maladies comme déficit d'attention, hyperactivité ou des troubles de l'apprentissage qui sont augmentés de 21 et 32% respectivement. Et vous voyez que pour l'autisme, ça a été proposé, mais dans cette étude-là, c'est non significatif, donc le risque est non significatif. Voilà. Sur la partie droite en fait, de la planche, de la diapositive, ce qui est très intéressant, c'est que les risques sont cumulés à la fois par le nombre de prises d'antibiotiques dans les premiers moments de la vie, dans les 2 premières années, et puis un risque cumulé aussi de développer non pas une, mais plusieurs de ces maladies. Et on voit qu'effectivement, lorsque par exemple la prise d'antibiotiques est très importante, on a un risque de développer 2, 3 ou 4 de ces pathologies qui est fortement augmenté. Le microbiote du bébé, il va évoluer à la fois en diversité et en richesse, et puis pour petit à petit de plus en plus ressembler au microbiote de la maman. Ici, c'est juste la diversité du microbiote. Et ce que vous voyez ici, sur la partie droite, c'est qu'il y a un moment qui est vraiment essentiel dans cette maturation, c'est le sevrage. Et on voit qu'ici, on a un switch important de la composition du microbiote qui va perdurer et qui va devenir de plus en plus proche du microbiote de l'adulte. J'ai juste une question. Bon, il est vrai qu'à l'accouchement, certains bébés ont des antibiotiques, notamment, là, a évoqué le cas d'une infection au streptocoque B. Ouais. Du coup, ça a certainement, vu ce que tu viens de dire, un impact sur le microbiote. Ouais, mais là, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Et ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est la prise d'antibiotiques quand on discute avec les pédiatres, j'étais dans une réunion il n'y a pas très longtemps, on se rend compte qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de pédiatres qui systématiquement, quand il y a une petite infection, qui vont mettre des antibiotiques. C'est assez amusant parce que j'en ai parlé donc à la présidente de l'association des pédiatres qui me dit mais pas du tout, on ne donne jamais d'antibiotiques quand c'est pas nécessaire, si c'est viral, etc. Et puis en même temps, dans la salle, il y avait un pédiatre de ville qui dit moi quand les parents demandent des antibiotiques, je les donne parce que sinon le bébé peut pas retourner à la crèche. Donc le message c'est qu'effectivement il faut être vigilant. Quand il y a une infection strep B, il n'y a pas photo, il faut forcément mettre les antibiotiques. Par contre, il faut être prudent et se dire que, effectivement, si par exemple c'est une infection virale, c'est pas nécessaire c'est même contre-indiqué de donner des antibiotiques parce que c'est pas sans conséquence pour le bébé plus tard. Donc peut-être challenger son pédiatre, effectivement, sur la réelle nécessité de prescrire des antibiotiques. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un classement au niveau des antibiotiques? Je veux dire, est-ce qu'ils sont tous aussi délétères pour le microbiote ou il y en a qui le sont plus que d'autres? Alors, c'est ce que je disais sur la diapo précédente, je crois, ou celle encore avant. Tous les antibiotiques n'ont pas le même impact. Mais là, par contre, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas un spécialiste des différentes classes d'antibiotiques et je risque de dire des bêtises. Mais oui, clairement, tous les antibiotiques n'ont pas le même risque et les mêmes conséquences. Voilà. Sur cette planche ici, je voulais juste insister sur l'importance du sevrage et de très jolis travaux qui malheureusement n'ont été menés jusqu'à présent que chez la souris nous montrent
en fait l'importance du microbiote au moment du sevrage. Et dans ce joli travail fait par une équipe de l'Institut Pasteur, eh bien, ils ont pu montrer qu'au moment du sevrage, il y a une réaction particulière du système immunitaire, notamment avec la maturation de lymphocytes T régulateurs, qui est essentielle. Et si, par exemple, ici, dans leur travail, ils ont exposé les souris aux antibiotiques, eh bien, il n'y a pas cette réaction immunitaire spécifique. Et ce que nous disent ensuite les collègues, eh bien, c'est que finalement, les souriceaux vont se développer finalement de la même façon, sauf que les souriceaux qui auront eu ce qu'ils appellent la réaction au sevrage associée à la présence du microbiote, eh bien, ils vont avoir un développement tout à fait normal, alors que les souriceaux qui, de par l'exposition aux antibiotiques, eh bien, vont pas avoir cette réaction au sevrage, eh bien, vont être beaucoup plus susceptibles à des maladies inflammatoires ou à des maladies métaboliques comme l'obésité. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait une empreinte de cette période de sevrage et de cette exposition au microbiote. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Donc, l'importance du sevrage, elle a été très clairement montrée dans un certain nombre d'études, même si cette étude date de plus d'une dizaine d'années, elle était très, très claire. Ils ont regardé le microbiote intestinal de bébés d'enfants au Burkina Faso, et donc qui ont une alimentation qui est riche en fibres avec peu de calories, et de bébés, d'enfants européens, alors c'était que des Italiens, mais d'enfants italiens qui eux ont un régime beaucoup plus riche en calories avec peu de fibres, et vous voyez que la composition du microbiote intestinal est vraiment considérablement différente. Et donc avec cette notion qu'à des régimes alimentaires différents, on a des microbiotes différents. Et puis là, on s'éloigne évidemment de plus en plus des 1000 jours, mais vous voyez qu'effectivement, ici, c'est juste la distance qui existe entre le microbiote, le microbiote par rapport au microbiote adulte, et vous voyez qu'effectivement, on retrouve ces 2 années de la vie où il y a une grosse modification du microbiote, puis petit à petit, le microbiote va ressembler au microbiote des adultes. Et c'est ce qui est représenté ici dans le sens inverse. Ici, c'est la richesse et la diversité du microbiote. On voit bien cette augmentation de richesse et de diversité dans les premiers moments de la vie. Puis après, une sorte de plateau. Et donc, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est de montrer que suivant le lieu de naissance et suivant l'exposition, en particulier aux antibiotiques, qui est assez importante chez les Américains, par rapport ici aux populations d'Indiens d'Amazonie ou d'Africains du Malawi, eh bien, la richesse du microbiote va être définitivement impactée justement par cette augmentation de richesse dans les premiers mois de la vie. J'ai une question. Tu vas peut-être en parler là, dans l'évolution de l'enfant. Effectivement, tu as parlé du mode d'accouchement, de l'allaitement. Est-ce que du coup, l'environnement où l'enfant évolue, je ne sais pas s'il y a une présence d'animaux domestiques ou pas, si on stérilise toutes les titines, etc. ou pas. Est-ce que effectivement, la manière dont l'enfant est élevé, on va dire, dans ses premiers jours, a aussi un gros impact ou pas? Alors, juste, je note, il y a tétine, tu as dit, et puis l'animaux. Alors, la première, oui, effectivement, il y a de nombreuses études qui montrent que la présence d'un animal domestique ou l'exposition à des animaux de ferme à la campagne vont modifier la composition du microbiote des enfants, d'une part, et ce qui est intéressant, vont modifier aussi les risques de ces maladies dont on a parlé, notamment des risques de maladies allergiques, d'asthme, etc. Donc, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, c'est par rapport à est-ce qu'il faut nettoyer la sucette ou la totote des nourrissons. À ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il y ait une étude sur le microbiote intestinal, mais il y a des très très belles études d'épidémiologie qui ont été faites dans les pays nordiques, où ils ont comparé en fait l'impact du mode de nettoyage de la tétine quand elle tombait par terre. Et grosso modo, ce que disaient les chercheurs
je crois que c'était des Suédois, si mes souvenirs sont bons, c'est que si on fait comme moi j'ai fait quand mes enfants, quand la totote tombe par terre, on fait, hop, on la met dans sa bouche, on la rince et hop, on la remet au bébé parce qu'il pleure. Et bien finalement, c'est moins mauvais pour le nourrisson que si, par exemple, on va la stériliser une fois qu'elle est tombée par terre ou carrément on lui donne plus parce qu'elle est sale. Et donc finalement, le bilan, c'est que les risques de maladies allergiques ou d'asthme sont un peu moins forts si la totote est finalement nettoyée comme on le fait, comme je l'ai fait moi quand mes enfants étaient petits, en la mettant dans la bouche pour essayer d'enlever les cochonneries, puis la remettre. Voilà, je réponds comme ça. Du coup, deux questions groupées aussi dans la même veine, c'est que en fait, quand l'enfant naît, il part d'un microbiote que sa mère lui a inséminé via le lait Ouais. ou via le mode d'accouchement. Mais tu as dit qu'effectivement, si la mère avait un mauvais microbiote, elle allait transmettre ce microbiote à son enfant. Mais est-ce que du coup, l'enfant peut ensuite dépasser cet état de fait via son alimentation ou via d'autres paramètres pour avoir un microbiote qui soit en meilleure, on va Alors, dire, forme que celui de sa mère? clairement, il y a de plus en plus d'études qui montrent ça, qu'on peut intervenir justement quand par exemple la mère est obèse, avec certains types d'alimentation, etc. On peut impacter effectivement sur le microbiote du bébé et réduire le risque. Je vais en parler je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière des diapositives, mais on y Très bien, vas-y. reviendra. Vas-y. Donc, ce que je voulais juste dire, donc là, on s'éloigne un peu des 1000 jours, mais il y a des travaux très, très récents de nos collègues suédois qui nous disent en fait que finalement, le concept comme quoi le microbiote est mature au bout de 2-3 ans, et il n'est pas aussi vrai que ça, et puis en fait, qu'il existe des grandes disparités d'un enfant à l'autre. Et dans cette étude, ils ont montré que jusqu'à 5 ans, il y avait encore des différences entre le microbiote du bébé et le microbiote adulte. D'une part, mais ce qui est surtout le plus intéressant, c'est ce qui est représenté ici, là, c'est qu'il y a des trajectoires différentes, il y a des vitesses différentes qui vont permettre d'arriver à un microbiote, on va dire, plus mature. Donc, la notion que tout est fait dans les 3 ans, c'est pas forcément aussi vrai, et peut-être que ça continue encore à évoluer à 5 ans, voire encore un petit peu plus. Sur cette diapo récapitulative qui est un peu complexe, mais c'est une très très belle étude de la cohorte TEDI, donc aux États-Unis, qui ont regardé en fait tous les facteurs qui vont impacter sur la composition du microbiote intestinal. Et bien on voit en fonction du temps, et on voit qu'il y a des facteurs qui ont. Alors on voit par exemple ici, comme on l'a dit tout à l'heure, le mode d'alimentation. Si le bébé est né au sein, est né et alimenté au sein, l'impact va être très très fort. Mais on voit qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont impacter avec plus ou moins d'importance, et avec plus ou moins d'importance à des moments donnés de la vie. Voilà. Et puis, je termine par celle-ci parce que justement, ça correspond finalement à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que les prébiotiques, les probiotiques peuvent être des moyens d'agir au niveau du nourrisson et d'impacter sur son microbiote ? Alors la réponse, elle est oui, et la réponse, elle est attention. Pourquoi ? Vous savez comme moi qu'il y a de nombreux probiotiques qui sont à l'heure actuelle disponibles dans le commerce, etc. Mais en fait, quand on regarde les études cliniques qui ont été faites et qui ont apporté des évidences d'un effet positif, d'une modification du microbiote, d'une diminution des risques, eh bien, on se rend compte qu'il y a une très grande nécessité de plus d'études, d'avoir des données, d'avoir des évidences de l'activité de ces probiotiques, de ces prébiotiques. On a vraiment besoin d'études cliniques dans le domaine. Très souvent, c'est des études qui sont avec quelques dizaines d'enfants, et c'est déjà bien. Des contrôles qui ne sont pas toujours très bien faits. Beaucoup de probiotiques qui sont sur le marché ne sont pas documentés par des études cliniques. Mais il y a eu, ces 2 dernières années, il y a eu plusieurs jolis travaux qui montrent que certaines interventions avec les probiotiques ont réellement un impact à la fois sur le microbiote intestinal
et sur le devenir. Et alors, pour les prébiotiques, le dossier est peut-être un petit peu plus sérieux, mais là aussi, on a encore besoin de vraies études cliniques qui documentent réellement un impact positif pour le devenir du bébé. Voilà, et je vous remercie. Merci Hervé pour cette belle présentation. Alors, il y a encore quelques questions dont on a déjà un peu répondu, mais on va reprendre parce que je pense peut-être que ça n'a pas été très clair. Donc, une notamment, on dit souvent aux petits de ne pas mettre les doigts dans leur bouche ou leurs mains dans la bouche ou dans les transports et lieux publics. Voilà, est-ce pertinent? Donc, moi, la réponse que j'ai comprise, c'est que voilà, si, en gros, laissons faire dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, mais il est souhaitable quelque part que l'enfant soit exposé aussi à des micro-organismes extérieurs qui vont quelque part bâtir son système immunitaire, j'imagine. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et c'est amusant c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, moi je me souviens, quand mes premiers enfants sont nés, on stérilisait les biberons, etc. On était très très vigilants. Et puis maintenant, on On dit leur fait manger de il la y a terre. plus, non, non, il n'y a plus besoin de les stériliser, Ouais. bien les nettoyer, c'est suffisant. Alors, faut être vigilant, évidemment. Il ne faut pas trop leur transférer des méchants pathogènes, mais effectivement, le microbiote de l'environnement, etc., peut être un bon facteur pour faire bien maturer leur système immunitaire et finalement bien les protéger pour leur vie future. Alors, deux autres questions qui sont un peu, on va dire, le cœur de notre activité à Métagénopolis, puisque en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, vous l'aurez compris, c'est d'analyser le microbiote intestinal pour vraiment voir quel est le lien avec l'alimentation et notre santé. Donc, effectivement, l'alimentation a un impact sur le microbiote. Et du coup, la question est la suivante. Tu viens nous expliquer les facteurs à la naissance et pendant les 1000 premiers jours de la vie qui déterminent quelque part un microbiote de départ. Mais est-ce que du coup, il y a un certain déterminisme et que du coup, ce départ va figer quelque part l'évolution du microbiote ou quelque part sa forme à l'âge adulte, quelle que soit l'action qu'on peut avoir. Donc, je le rappelle, l'alimentation, l'exposition aux antibiotiques, l'activité physique aussi, l'exposition aux produits chimiques, notamment ceux qu'on trouve aussi dans l'alimentation. Voilà. Est-ce que tous ces facteurs-là sur lesquels on va pouvoir jouer vont quelque part avoir une action un petit peu minime par rapport du fait qu'on part déjà d'un microbiote prédéterminé, ou au contraire on peut vraiment agir grâce à ces leviers-là pour vraiment un petit peu rendre notre microbiote le plus optimum possible? Alors, je répondrai clair que rien n'est figé, même si les évidences scientifiques pour dire que on peut arriver déjà, ça fait pas longtemps qu'on a bien documenté l'impact, par exemple, du mode de naissance, etc. Donc, on n'a pas encore d'études qui nous permettent de dire, on arrive à corriger ça. Mais en même temps, intuitivement, et puis les résultats qu'on obtient, y compris dans les modèles animaux, etc., nous permettent de dire que si il faut faire quelque chose, on peut faire quelque chose avec l'alimentation, entre autres, et ça peut impacter, au moins ça s'est documenté dans les modèles animaux. C'est encore pas documenté très précisément chez l'homme, mais oui. D'accord. Alors une autre question, on a un grand projet qui est financé par l'État sur justement l'impact des produits fermentés sur notre alimentation et donc notre microbiote et donc notre santé. La question est la suivante, si on consomme justement des produits fermentés, donc comme par exemple certains produits laitiers ou de la choucroute donc cuite, par exemple, est-ce que ces produits-là, qui contiennent donc des micro-organismes, peuvent être aussi bénéfiques que de prendre des compléments alimentaires? Oui. Alors, par rapport aux 1000 premiers jours, ça n'a pas été super bien documenté. Mais par contre, oui, oui, clairement, les produits fermentés. Alors, on a de plus en plus justement d'études et de travaux qui vont dans ce sens où ces micro-organismes, cette complexité de micro-organismes qui sont apportés par ce type de produit peut être finalement un bon moyen de ne pas rentrer dans cette notion de complément, sachant que dans beaucoup de cas, certains des compléments ne sont pas vraiment nécessaires si l'alimentation elle est bien équilibrée.
On est d'accord. Et on va terminer sur cette question d'alimentation toujours, hein. Effectivement, à l'âge de l'adolescence, en fait, chaque fois qu'il y a des gros changements dans les habitudes alimentaires, donc le cas est pris de l'adolescence avec du fast-food, des sodas, est-ce que ça va changer son microbiote ou il est assez résilient? Donc oui, enfin, c'est effectivement de manger des choses ultra transformées, pauvres en fibres, vont forcément avoir un impact sur le microbiote. Et voilà, il faut être aussi en tant que parent vigilant et avoir peut-être une certaine, voilà, éduquer un petit peu les enfants sur le manger, quelque part aussi pour sa santé et le bien manger, quoi, même sans être trop dur. Et voilà, c'est important de se faire plaisir, mais c'est aussi important, voilà, de bien être conscient que ce qu'on met dans notre corps a un impact sur notre microbiote et donc notre santé, quoi. Et en fait, pour rebondir là-dessus, tu as entièrement raison. Et il y a des jolis travaux qui ont été faits chez la souris, justement, et qui vont, par rapport à cette notion de résilience, qui ont été faites aux États-Unis, qui nous disent en fait si on supprime par exemple un apport en fibres dans un modèle animal, eh bien, quelque part, donc, et si c'est sur le suffisamment long terme, eh bien, ces micro-organismes vont vraiment disparaître. Et donc, ça impacte durablement le microbiote. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de résilience. Donc, tout dépend clairement de la durée. Et dans le même sens d'idée chez l'homme, il y a des travaux qui ont montré que, par exemple, quand des Thaïlandais vont immigrer aux États-Unis et vont avoir un changement majeur de leur mode d'alimentation, eh bien, petit à petit, ils vont avoir un microbiote qui va ressembler de plus en plus au microbiote des Américains natifs, avec un microbiote qui va être beaucoup moins riche, beaucoup moins diversifié. Et ils vont ainsi acquérir le risque de développer obésité et autres maladies métaboliques. Donc, la résilience, elle y est, mais elle est sur un temps forcément pas si long que ça, quoi. Et une autre question très intéressante aussi, les nourrissons, en fait, il est recommandé d'introduire les aliments au fur et à mesure. Est-ce que justement l'ordre de cette introduction des aliments dans la nourriture du nourrisson au fur et à mesure de son âge va influer quelque part sur son microbiote? Alors, oui, sûrement. Sûrement, mais j'essaye de réfléchir si j'ai lu des travaux qui illustrent ça. Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait encore de travaux qui documentent vraiment ce que tu viens de dire. Donc, voilà. On ne sait pas. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie encore. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Le mois prochain, on va essayer de faire un autre webinaire en donnant la parole à quelques industriels qui collaborent avec nous. Donc là, ce sera la société Novobiome. Voilà. Et je vous rappelle que si vous avez des questions après ce séminaire, de ne pas hésiter à contacter donc soit notre chargé partenariat que vous avez en bas de la slide, soit moi-même. C'est toujours la même adresse, hein, c'est inrae.fr. Vous mettez le prénom, point le nom. Donc moi, Alexandre Cavezza ou Hervé Blottière pour répondre à vos questions. Si ça vous a aussi donné envie, si vous êtes industriel, de collaborer avec nous pour vous aider sur cette thématique, soit travailler sur des produits que vous avez destinés aux nourrissons, ben voilà, on serait ravis d'en parler avec vous. Et j'espère encore une fois que ce webinaire vous a apporté un éclairage sur les travaux que l'on mène à Métagénopolis sur le microbiote. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.